Hachette Éducation vous présente les podcasts Vocation Auteur. Alors Vocation Auteur, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des entretiens avec nos auteurs, qui sont des enseignants, mais qui sont aussi et avant tout des êtres humains, qui nous ont transmis des savoirs, bien sûr, et au-delà des savoirs, qui nous ont transmis aussi leur enthousiasme, leur créativité, leur passion, et qui ont peut-être suscité à leur tour chez nous une vraie vocation. Alors, qui sont-ils ? Qu'est-ce qui les anime ? Comment cette vocation est-elle née ? Quelle pédagogie mettent-ils en œuvre pour intéresser leurs élèves ? Quel sens donnent-ils à leurs projets éditoriaux ? C'est ce que nous découvrirons à travers ce premier entretien avec Sophie Billard-Autrey, qui est professeure des écoles à Toulouse. Pour Sophie, les enfants sont des rivières. Écoutez la rivière couler à travers le morceau de musique qu'elle a choisi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Sophie Billard-Autrey, professeure des écoles à Toulouse. Elle est également auteure d'une nouvelle collection de cahiers d'écriture, Mon cahier d'écriture, en CP et en CE1 aux éditions Istra chez Hachette Éducation. Donc Sophie, avant de parler de vos publications, nous allons dans un premier temps parler de vous, de qui vous êtes et de ce qui vous a conduit à enseigner. Donc pour commencer, je vous ai demandé de choisir un morceau de musique de votre choix pour introduire ce podcast, donc la Moldo de Smetana. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau de musique ? C'est un morceau plein d'entrain qui évoque une rivière donc, pour ce compositeur. Et pour moi, voilà, c'est le parallèle avec la vie, qui est une rivière qui avance, qui s'écoule. Et ce côté très entraînant du morceau voilà, me rappelle qu'on a des enfants qui nous sont confiés et qui sont des rivières qui vont grandir et au fil de leurs rencontres vont se transformer. Et donc on essaye d'être de belles rencontres dans leur vie. Très beau choix en tout cas. Donc si on parle un peu de votre métier de professeur des écoles, donc vous enseignez depuis 16 ans. Qu'est-ce qui a suscité chez vous au départ cette vocation d'enseignante ? Alors, je suis entourée de parents professeurs, d'une tante professeure aussi qui a vraiment l'amour du métier, qui était très aimée de ses élèves. Et voilà, c'est ce côté relationnel très positif entre enseignants et élèves qui m'attirait. Et à la fois, je m'opposais un peu aux professeurs de collège qui ne voient ses élèves que par morceaux, qui a une vision morcelée de l'enfant. Et donc, je voulais vraiment à la fois être utile et apprendre des choses vitales à mes élèves. Donc, pour moi, ce sont les apprentissages du primaire qui le sont. Et avoir cette vision complète de l'enfant en l'ayant toute la semaine et pas qu'une heure de temps en temps. Je comprends. Est-ce que vous pouvez nous dire quel élève vous étiez ? Alors, en primaire, je pense assez sage. Au collège, un peu plus turbulente, un peu plus affirmée, et dans la volonté souvent de m'opposer au professeur ou de dénoncer mon opinion contraire. Voilà, ça c'est conforme à la période de l'adolescence quelque part. Alors si vous aviez un livre à citer, voilà, personnel et professionnel, quel serait-il ? Alors, j'aime beaucoup l'écriture pleine d'humour que je trouve dans Jane Austen. Voilà, par exemple, Orgueil et préjugés, mais également plus contemporain chez Virginie Grimaldi, dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, par exemple, que j'aime beaucoup. Et au niveau professionnel, le livre qui m'a marqué, c'est Et tous les enfants peuvent réussir, de Antoine de la Garandrie, voilà, avec cette vision très positive sur l'enfant, quelles que soient ses difficultés, et la confiance que l'enseignant voilà, doit porter sur ses capacités, au-delà de ses réussites ou de ses échecs scolaires. D'accord. Alors,
Ensuite, on va passer un petit peu à des questions un petit peu sur votre enseignement. Qu'avez-vous, Sophie, le plus à cœur de transmettre à vos élèves à travers votre enseignement? Quelle valeur vous voulez transmettre à vos élèves ou quelle empreinte vous souhaiteriez leur laisser? Alors, tout d'abord, en tout premier, ça serait vraiment la confiance en soi. Je trouve que de plus en plus, ils en manquent, même si voilà, on a l'impression que certains en ont, et en fait, en grattant un peu, ils sont fragiles derrière cette apparente fanfaronnade de certains. Et puis beaucoup voilà, ont très peu confiance en eux. En CP, ils copient beaucoup sur les voisins, ils n'essayent pas par eux-mêmes. Donc la confiance en soi, la bienveillance, l'entraide entre eux, voilà, avec le côté travail d'équipe que j'essaye de mettre en avant, et notamment par les projets théâtre que je mène depuis que je suis enseignante, à part ma période en maternelle où j'avais fait une pause, mais j'ai toujours fait des projets théâtre. Alors pouvez-vous nous en dire plus un petit peu sur ces projets théâtre? Alors du coup, voilà, je trouve que ça développe vraiment la confiance en soi, parce que l'enfant se sent nécessaire en fait. On ne peut pas se passer de lui, il a un rôle, et il y a un moment où les projecteurs seront braqués sur lui, et donc on a besoin de lui, il est vraiment vital. Ça ne peut pas être un enfant qu'on oublie au fond de la classe parce qu'il est sage et parce que tout roule pour lui. Donc voilà, et j'essaye dans la distribution des rôles avec mon intervenant de rééquilibrer un peu ses forces et de donner des grands rôles aux timides et des plus petits rôles à ceux qui sont à l'aise. Et du coup, ceux qui sont à l'aise apprennent à écouter les timides, et les timides se rendent compte qu'ils peuvent avoir autant d'importance et de place que les autres. Et souvent, les parents sont assez surpris de découvrir leurs enfants comme ça le jour du spectacle, et c'est ma plus grande joie. Belle pratique. Quelles sont vos principales victoires? Est-ce que vous avez quelques exemples à me citer, des victoires récentes que vous avez eues dans votre classe avec vos élèves? Alors, une petite fille qui était en difficulté de lecture avant le confinement, et qui, au retour du confinement, savait lire, savait décoder sans problème, de manière fluide. Alors la compréhension n'était pas parfaite, mais c'était bluffant. Cette grosse progression en 3 mois de confinement, si je me souviens, voilà, mars, avril, mai. Donc ça a été pour moi une belle réussite, qu'elle ait pu faire ce bond-là. Et les parents m'ont dit que c'était grâce aux vidéos journalières que j'avais envoyées. Voilà, je faisais ma séance de lecture, je me filmais, et ils avaient donc maîtresse à la maison pour que les parents soient déchargés le plus possible de ce côté très contraignant de l'enseignement à la maison. Et du coup, cette petite fille a réécouté mes vidéos plusieurs fois, et ça a réussi à lui faire apprendre à lire. Alors je pense que le côté groupe de classe en moins, distracteur, bruit a joué, mais ça m'a vraiment fait réfléchir sur le côté école inclusive, puisque cette petite fille était porteur de handicap, et en fait on l'incluait, et pas dans les bonnes conditions pour que ça marche. Et une fois qu'on a mis l'environnement qu'il fallait, une maîtresse presque dédiée, voilà, ça a pu la faire, mais vraiment décupler au niveau de ses capacités. Donc, je ne dis pas qu'il faut l'enlever de l'école, c'est pas du tout ça, mais ça me fait réfléchir sur le fait que l'inclusion, parfois, peut provoquer de la culpabilité chez les enseignants, de se dire j'arrive pas à gérer cet enfant, à la mener où il faut, à le faire progresser comme il faut. Et en fait, juste en changeant des conditions, là le confinement m'y a forcé, et bien en fait vous ça a êtes rendu réussi. compte que voilà. ça marchait. Donc ouais. voilà, des fois il faut peut-être poser la question. Un petit peu sortir de... C'est D'accord. ça. Quelles sont vos pratiques pédagogiques, celles qui vous tiennent le plus à cœur? Alors, dans ma formation initiale et continue, voilà, j'ai découvert plusieurs pédagogies différentes qui m'animent encore aujourd'hui et qui nourrissent ma pratique quotidienne. Donc, par exemple, la gestion mentale, c'est-à-dire la métacognition, sur le fait d'apprendre à l'élève comment il apprend, de lui faire découvrir son système d'apprentissage, et donc, avec les 5 gestes mentaux, voilà, de l'aider à être attentif, à réfléchir, à comprendre, à s'interroger, à mémoriser. Et donc ça me nourrit dans ma pratique. La découverte de la pédagogie Montessori aussi, avec le côté manipulation que je sentais vital et qui est souvent absent de nos manuels ou de nos supports. Et donc j'ai remis ça à l'honneur, même s'il ne faut pas le réduire au matériel. Montessori, voilà, je suis revenue vraiment aux écrits de Maria Montessori, et elle, c'est vraiment un regard très positif sur l'enfant. Il y a vraiment toute
Une pensée éducative derrière qu'il ne faut pas négliger si on veut l'appliquer. Et après, la découverte des octophones, donc, qui est un peu une synthèse de plusieurs pédagogies, la gestion mentale, les intelligences multiples et la psychologie positive. Donc c'est vraiment les 3 choses qui me tiennent à cœur et qui maintenant m'animent et qui m'ont fait réorganiser ma classe, me font changer un peu. Alors ça ne m'a pas bouleversé ma pratique, mais ça la parsème de petits détails qui sont mis bout à bout, qui sont importants et qui rendent les élèves plus acteurs, mieux en réussite et qui leur font se mesurer sur des échelles plus larges que la norme de notre système éducatif qui les évalue souvent en intelligence des mots et des nombres, on va dire, et de la logique, quoi. Et c'est vrai que d'avoir ces 8 intelligences en tête, on se dit que oui, il faut les nourrir et évaluer tout ça. Les chanteurs célèbres disent bien qu'ils s'ennuyaient à l'école, qu'ils étaient tristes à l'école et qu'ils se sont libérés le jour où enfin ils ont pu faire sortir leur intelligence sonore, on va dire, musicale. Donc voilà, il y a bien une lacune dans notre système. Et donc ne pas réduire l'enfant à ce qu'on nous demande d'évaluer. Tout à fait. Se dire qu'il a d'autres richesses en lui qui ne demandent qu'à sortir. Alors, on peut raccrocher ça justement. Donc, vous publiez donc, 2 cahiers d'écriture, un pour le CP1, un pour le CE1, qui seront sortis en février. Justement, en quoi ces cahiers d'écriture sont-ils raccrochés à ces nouvelles pratiques ? Qu'est-ce qui les différencie des autres et quel sens vous donnez à ce projet ? Alors effectivement, c'est un support qui me manquait. J'en avais des cahiers d'écriture, mais j'étais obligée de moduler, d'agrémenter, de rajouter des éléments qui me manquaient pour que les enfants soient vraiment en réussite. Donc effectivement, le côté manipulation avec le matériel qui est associé à ces cahiers me tient à cœur. Avant de passer à l'entraînement simple et répétitif d'un geste graphique, il y a un côté manipulation dans l'espace, par le corps, par le geste, par la verbalisation, par la sensation vraiment kinesthésique, avec le tracé dans la semoule. Donc c'était le côté manipulation que je voulais mettre à l'honneur avec ce matériel. Et le côté très progressif du support, puisque avec le lignage coloré qui est dans ces cahiers, on aide l'enfant. Moi, avant, je repassais en fluo les interlignes dans les cahiers de mes élèves parce que certains ont besoin de ce repère visuel pour arriver à produire un tracé qui respecte l'interligne. Et Dieu sait que dans notre vie, même si on est sur les ordinateurs, on a besoin d'être lisible. Jusqu'en terminale et même après, ils vont faire des examens où ils vont les répondre par écrit. Donc, il faut avoir une écriture claire, lisible et rapide. Donc, le but est vraiment d'enseigner avec ces cahiers de cette manière-là à l'enfant et le mettre en réussite avec un côté très progressif. J'ai tous les ans dans ma classe des enfants qui arrivent avec un niveau en deçà de ce qui est attendu au niveau graphisme. Par ces cahiers, j'espère pouvoir satisfaire tout le monde. Ceux qui pourront le moins feront le début de la page, ceux qui peuvent le plus iront jusqu'à la fin de la page et au-delà avec des photos fiches. C'est le côté différencié de l'apprentissage. Voilà. C'est ce qui est recherché aussi. C'est ça. Très bien. Donc, on va conclure cet entretien. Si vous pouvez me donner 2 ou 3 clés à transmettre à vos élèves pour leur vie future, quelles seraient-elles ? Alors, on revient à mon cheval de bataille, la confiance en soi, c'est vrai, le côté qu'ils aient conscience de toutes les richesses qui sont en eux et qu'ils aient à la fois le goût de l'effort pour travailler et se donner, mais dans tous les domaines, et donc ne pas se laisser enfermer dans un profil ou dans une difficulté, mais essayer de développer toutes leurs richesses pour accomplir leurs rêves, ne pas renoncer à leurs rêves. Voilà. Tout à fait. Et puis pour finir, votre citation préférée. Vous en avez 2, je crois. Donc quelles sont vos citations préférées et pour quelles raisons vous avez choisi ces citations ? Vous allez vite comprendre. Voilà. Oui. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir, de Maria Montessori. Donc là, on reboucle avec la musique pédagogie. d'introduction. Oui, puis la rivière. C'est le côté pas vouloir gaver nos élèves, mais les laisser s'exprimer. Et ils ont plein de choses aussi à nous apprendre. Il n'y a pas que nous qui leur enseignons des choses. C'est dans les 2 sens. Voilà. Oui. Et une manière un peu plus d'avoir un regard sur mon métier. L'autre citation, c'est « Une manière de mesurer la pertinence d'un modèle éducatif est le niveau de bonheur d'un enfant ». Donc ça, c'est Montessori aussi. Donc c'est pour
en tant qu'enseignant, voilà, on a quand même un cadre un peu lourd et pesant, hein, certaines fois, sur le programme, les pédagogies qui ont la cote, on va dire, et celles qui l'ont moins, qui nous est recommandé de faire et ce qui l'est moins. Bien, je trouve qu'il faut se faire confiance pédagogiquement, et quand on voit comme seul critère le bonheur de nos élèves, généralement ça guide correctement nos choix. Et le sourire sur leur visage, vous me disiez. C'est ça, oui. Donc c'est ce qui me guide un peu dans ma pratique. Écoutez, voilà. Bravo Sophie pour tout ce que vous accomplissez. Et puis merci pour ce beau témoignage. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les prochains podcasts Vocation Auteur sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming.